sommes ici pour un live débat cinéma. Nous allons débattre de divers sujets, donc j'en ai quelques-uns ici que j'ai notés. La postlogie Star Wars, les libertés de représentation au cinéma, le Tenet, les salles de cinéma post-Covid et tout ça. Voilà, on parlait de super-héros, enfin voilà, on peut parler de tas de sujets, mais on va essayer de cibler un peu à chaque fois. Bah écoute, je propose qu'on commence par ce débat-là, du coup. Le retour de les salles de cinéma, puis quel avenir, j'ai envie de dire, pour les salles de cinéma, parce que d'une part, il y a le Covid déjà qui les a mises pas mal en défaut. Il y a Effectivement, que les discothèques. C'est ça. Le seul truc que j'ai à dire par rapport aux salles de ciné, c'est que bon, bah, ça va être dur, mais ça va remonter un peu la pente, quoi. Malgré les programmations qu'il y a, ça va être un gros bordel, surtout. Puis heureusement que les blockbusters, ils sont un peu décalés par rapport aux autres films. Donc voilà quoi. Tiens, tu prends un exemple, le dernier James Bond, ils ont bien fait de le mettre en octobre, quoi. Ouais. S'il n'y a pas une énième, que d'autres films ils vont sortir le 19 mai, quoi. Les salles de cinéma, moi ce que j'avais noté comme débat, c'était aussi non seulement après le Covid, déjà je pense qu'il y a peut-être des petites salles, un truc un peu indépendant qui ont dû peut-être avoir mal. Peut-être aussi que les gens du coup ont pu petite boutique perdre. Oui non mais on parle de cinéma. Oui. Les gens ont pu aussi peut-être perdre l'habitude d'aller au cinéma. Peut-être que ça a plus poussé des gens à se tourner vers la VOD, vers Netflix, des trucs comme ça, puisqu'ils pouvaient plus aller au cinéma. Donc peut-être que je me demande s'il va pas y avoir, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être du coup plus de gens qui vont aller sur des trucs genre Netflix, Disney+, Amazon Prime Video et tout ça. Et je sais pas si qui vont plus aller dans les salles de ciné. Ouais, parce que et aussi les studios qui du coup ils ont été forcés de tenter le coup un petit peu, de se mettre là-dessus, puis ils vont se dire bon bah finalement ça marche bien. Voilà, c'est aussi même hors Covid, il y a de plus en plus de trucs. Tu vois, enfin je veux dire les films produits par Netflix, tu les vois jamais dans les salles, tu vois. Bah maintenant qu'il y a Netflix qui a fait ça, mais qu'il y a aussi Disney qui s'y est mis et qu'il y a aussi Amazon qui s'y est mis. Étant donné que Disney déjà il possède les trois quarts d'Hollywood, tu vois. Ouais. Donc je me dis est-ce que ça va tenir, tu vois, est-ce qu'ils vont continuer à faire les sorties cinéma, est-ce que ça va devenir plus petit. Ah oui. En plus, là les salles de cinéma vont rouvrir, mais va encore y avoir des restrictions déjà, va y avoir. Puis il y aura du monde, justement, il pourra peut-être pas, tu vois, peut-être si c'est rouvert, mais avec un siège sur 2, un siège sur 3. Ça fait vachement moins de profit pour les salles, tu vois. Donc ils veulent sur les premières séances, c'est sûr, tout le monde va revenir et tout, et quand il y aura des grosses sorties, mais est-ce qu'ils vont arriver, tu vois, ils vont peut-être pas arriver à remplir les salles comme ils font d'habitude. Tu vois, quand t'as un film genre un James Bond ou grand film, quelque chose comme ça qui sort, ouais, du gros blockbuster, la salle. Il y a des Marvel qui devraient sortir là. Vous par exemple là, quand il va y avoir les salles de cinéma, vous allez retourner direct au premier film, rien à foutre, même si c'est un film qui vous intéresse pas, vous allez y aller, ou au contraire Non, si ça m'intéresse pas, j'irai pas. Non, mais il y a Conjuring qui m'intéresse. Conjuring, ouais. Et du devrait pas tarder. Et du coup, voilà. On a prévu d'aller le voir avec une amie et puis Romain et puis Yannick normalement. Après, on sait pas quand ça va rouvrir. Hein. Et donc, ouais, non, je sais pas. Enfin, après, est-ce que du coup, vous, par exemple, vous avez des comptes sur Netflix, sur Amazon Prime Video, sur Disney+. Je sais pas. Vous. Moi j'ai un compte Prime Video et Netflix. J'aime bien, mais bof, ça vaut pas le ciné. Ça vaut pas le ciné. Oui, non, c'est sûr. Oui. Moi, pour ma part, j'ai Netflix, mais parce que c'est carrément. Moi, j'ai une petite crainte par rapport à ça, c'est que les plateformes genre Universal, Paramount, tout ça, ils se créent leur propre plateforme et puis que malheureusement, il y a des séances, on va dire, de location comme le ciné, mais genre de chez toi, quoi. Ce sera un peu triste qu'on soit tout chez soi. Des genres de salles de cinéma à distance, quoi. On sort le film sur la plateforme et. C'est ça. Ouais. En fait, je vois ce que tu veux dire. Ça, ce sera un peu triste, quoi. C'est un peu triste, ouais. En plus, ouais, tu dis Paramount, je sais plus ce que t'as cité, mais déjà
déjà le peu de studios qui n'appartiennent pas encore à Disney, parce que c'est énorme. Je sais pas si je vais chercher sur mon portable pour être sûr de pas attaquer ma demande passante, mais il y a énormément de trucs qui appartiennent à Disney, à Hollywood, et donc du coup ça fait aussi énormément de trucs. Rien que pour vous rappeler, donc Star Wars appartient à Disney maintenant, Marvel appartient à Disney maintenant. Alors studio de production. Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studio, Pixar Animation Studio, Touchstone Pictures, bon qu'ils ont fermé parce que ça, ils l'ont juste avalé. Hollywood Pictures, Disney Studio, Disney Nature, Marvel, Lucasfilm, comme on disait, 20th Century Studio, donc la 20th Century Fox c'est quand même un des plus gros, tu sais, c'est enfin, voilà quoi. Oui. Qui eux-mêmes possédaient d'autres trucs. Caravan Pictures, Miramax. Et après, il y a quoi? Bah, après, forcément, tout ce qui allait avec ça, mes côtés télévision. Et il n'y a pas d'autres trucs. Bon, après, tu me diras, c'est déjà pas mal, Lucasfilm 20th Century et tout ça. Mais donc ouais, après si tu rajoutes Amazon, je sais pas exactement ce qu'ils possèdent, mais ils ont quelques licences du genre, bah maintenant c'est eux qui ont les droits pour le Seigneur des Anneaux et tout. Donc ouais, après est-ce que si on a des trucs, d'autres trucs qui rejoignent le mouvement, ça pourrait mettre à mal les salles de cinéma sans les détruire totalement. De toute façon, je pense que ça c'est pas possible, il y aura toujours quelques trucs, mais est-ce que ça va devenir plus secondaire par rapport au visionnage sur internet? Je sais pas, c'est votre avis. Ça va faire moins de monde. On t'entend pas bien, Romain. Ça va faire un peu moins de monde dans les salles. Ouais. S'il y a de plus en plus de trucs qui sortent je sais pas, en exclusivité sur les plateformes vidéo ou tout ça, ça pourrait faire baisser la fréquentation des salles, et puis aussi si les gens ont pris l'habitude de plus sortir de chez eux, parce qu'on commence à avoir l'habitude. Oui, c'est vrai. Ils se sont pris leurs petites habitudes, tu vois, ils se sont pris leur abonnement à vie pour Disney+, tu sais. Justement, moi je pense que c'est vrai que c'est chiant. Complètement déconfiné, qu'on va reprendre une vie normale et que tout va réouvrir, je pense que les gens vont se ruer dans les sites. Il y aura toujours cette partie de streaming, enfin de plateforme de téléchargement. Oui, bah dans un premier temps, oui, déjà dans la mesure du possible, parce que comme je vais y avoir sûrement des limites de nombre de personnes, c'est un siège sur deux, des trucs comme ça, donc déjà, comme je disais tout à l'heure, même avec les grosses sorties qu'il va y avoir là, les salles pourront pas être pleines parce qu'ils vont limiter. Il y aura, à mon avis, j'avais des trucs genre un siège sur deux. Donc déjà, quand le maximum de succès que tu peux avoir, c'est une personne sur deux dans la salle, déjà ça pèse la rentabilité. Parce que ça coûte aussi cher pour les salles, mais ça leur rapporte 2 fois moins. donc voilà, après ça va peut-être limiter cet effet retour en masse, je pense. Là, enfin voilà, je sais pas. Oui, effectivement, enfin je pense qu'il y aura sûrement ça, mais est-ce que ça va vraiment avoir un effet à cause de ces limitations-là? Je sais pas. Après, je sais pas, vous, par exemple, juste pour faire un petit sondage, quel film vous avez l'intention d'aller voir dès que c'est possible là? Moi, pour ma part, il va y avoir Kaamelott le film, il va y avoir Dune, OSS 117 3, et puis bon, j'ai probablement le prochain James Bond. Moi, je pars sur un OSS 117, parce que franchement. Quand ils vont rouvrir les ciné, dans un premier temps, dans 15 jours, il y a des films comme le Dupontel, Adieu les cons, qui n'a pas pu être suffisamment exploité. Il y en avait plein d'autres, donc je pense qu'ils vont reprendre. Il y avait aussi Drunk aussi. Et Drunk aussi, ouais, donc dans l'instant T, parce que moi, si tu me demandes qu'est-ce que j'attends, ma réponse c'est la même que Karim. Mourir en amant d'attendre, c'est ça? Ouais. Surtout qu'avec mes petits problèmes de cœur, j'ai pas envie de mourir tout de suite. Mais c'est un autre débat. Non, mais dans l'immédiat, s'ils rouvrent au printemps, qu'ils nous mettent au SS 117.3, effectivement, ou même le Dupontel, que j'aurais bien aimé aller voir, tout ce qui n'a pas pu être exploité suffisamment. Je pense que n'importe quel film qui va sortir dans un premier temps, je vais essayer d'y aller à dimanche, même si c'est sur 2 masqué. Voilà, j'irai, mais
Si tout le monde connaît mon avis sur le port du masque. Bah oui, c'est des jeux, oui. Ouais. En tout cas, Bah, c'est surtout, après, vaut mieux ça, après que les salles soient fermées, que restent fermées. Ah bah c'est sûr. ouais, voilà, de toute façon, c'est toujours ça depuis le début. C'est on freine, on réaccélère, on freine, on réaccélère. Après, par rapport à la suite, l'avenir des cinémas, déjà, quand tu vois le prix des places, plus pour certains films, la location des lunettes 3D, qui pour certains films relève du domaine du gadget, si on attend Avatar 2, oui, là, il faudra les lunettes. Avatar 2, Oui, 3, 4, Avatar est un grand succès niveau 3D. Avatar a cartonné. Ouais. Mais il y a Bah, des films où la 3D, c'était moi, je le- la 3D pour je sais plus quel film, ça n'avait pas lieu d'être, quoi. C'était le film qui a innové quand même. Les lunettes 3D. C'est génial avec les lunettes 3D parce que ça change la couleur de l'écran quand tu tournes la tête comme ça. Ah, j'en surtout quand, ai aussi. et surtout à l'époque, quand on regardait Avatar, on se prenait une claque. On se disait, mais tu vois la technologie qui sort, tu dis que James Cameron, il était quand même à presque 10 ans d'avance. Il y a un peu ça, quoi. Pour ça, quoi. Oui, c'est drôle que ça change la couleur. J'ai jamais... Ouais, non mais oui, la 3D, la 3D qui est faite par James Cameron, c'est comme la 3D devrait toujours être faite en fait, c'est pensé pour, c'est filmé comme ça parce que des fois t'as beaucoup de films, ils les filment en 2D et après ils font en post-prod, ils décalent les images pour que ça fasse de la 3D, mais au final ça rend pas pareil. Bah, c'est un peu dégueulasse. Il y avait même des caméras spéciales qui en fait qui s'orienter un peu comme les yeux, tu vois, comme quand tu te rapproches comme ça, tes yeux ils pointent vers l'endroit que tu regardes. Ça te fait loucher. C'est décalé. Ouais, c'est ça. Et du coup, Ouais, c'est décalé. Et du coup, il faisait ça et ça évitait en fait d'avoir mal à la tête parce qu'au bout de 3 heures de 3D traditionnel, ça aurait fait mal. Mais James Cameron a vraiment bien fait le truc et c'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup. Pas encore beaucoup de ma gueule, ma sœur. Qui se fasse ça. Est-ce que vous en pensez, enfin, quand c'est arrivé par rapport à maintenant, est-ce que vous avez vu beaucoup de films en 3D, est-ce que vous trouvez que ça vaut la peine? Ça dépend des films en fait. Parce que des films comme Avatar, oui, là c'est sûr qu'il faut la 3D, c'est normal. Mais par contre, quand tu mets des films comme je sais pas, comme Star Wars, ils voulaient essayer en 3D, ouais. Oui, bah, je me rappelle, oui, c'est vrai qu'ils avaient commencé à ressortir les Star Wars en 3D, et je suis allé voir le premier, mais j'ai jamais entendu parler des suivants. Bah, je crois que j'ai voir un Star Wars avec 3D, le Covid, ça, il n'y a pas. Moi, c'est que c'était pas petite anecdote, mon premier film premier Star Wars que j'ai vu en 3D, c'était le 7. Oui. Ouais. Voilà. Si tu veux voir la bonne vraie 3D, moi je me souviens pour avoir été au Futuroscope en 2005. Et en 3D, quand il y a eu le centenaire du naufrage du Titanic, ils avaient sorti le film en 3D, j'étais allé le voir. Ah oui, Titanic en 3D, j'y allais aussi. Il rendait pas trop mal, il me semblait. Ah bon? Il y a certains moments qui rendaient pas trop mal. Ouais, il y avait eu Titanic 3D. Il existe pas en DVD. Peut-être qu'ils l'ont sorti en DVD 3D après. Hein. Et le Titanic, celui de 97. Ouais, avec James Cameron, avec DiCaprio, Kate Winslet, tout le tralala. Oui, toute la bande à... Ce Titanic-là, oui, il n'y en a pas 2000. Hein. Non, je crois qu'il y en a eu un deuxième, non? Oui, il y a eu le Titanic 2, mais c'est... Mais bon, c'est... Le premier Titanic, c'est celui à qui c'est arrivé en 1912. Oui. Et le deuxième, c'est celui de James Cameron. C'est ça. Et après, voilà. Et après, il y avait le film Titanic 2. Les dopes qu'ils ont fait avant. C'est ça. Et après, ils ont fait Titanic 2. Et là, tu t'es dit que c'est les producteurs qui ont voulu avoir du fric. C'est ça, mais c'est... Je l'ai pas vu, mais déjà, le simple principe de Titanic 2, ça sent mauvais. Ça, c'est les trucs... Et ce qui m'insupporte, c'est en fait, quand tu as un film qui est réussi et il tire sur le machin pour refaire un autre film et que ça marche pas. Comme le dîner de con, t'en refais un deuxième, ça va pas marcher. Ça, de toute façon, ouais, ça. Il y a l'adaptation américaine du dîner de con. En fait, mais ça, c'est autre chose.
toute façon, ça va pas marcher. Mais sinon, tu fais comment là le film avec l'enfant là. C'est très vaste ce que tu me dis là. Mauvais esprit, tu reprends, avec Thierry Lhermitte. Ouais, tu reprends voilà, tu reprends, je sais non, pas. mais déjà, celui-ci, c'est une daube. Tu veux faire une daube, une suite à une daube, déjà. C'est pas possible. Ah, c'est vrai que t'as même pas l'avantage d'avoir le public précomposé, quoi. Déjà, tu vas pas faire une daube à une daube. Oui. On sait jamais, hein, ça pourrait. Parce que jamais. c'est beaucoup de hasard la production. Mais c'est pour ça, moi, les suites. Et bientôt. Oui. Bientôt, ils vont refaire un nouveau Astérix et Obélix. Oui. Ça sera peut-être pas les mêmes, peut-être les mêmes plus acteurs. ça vient, moins j'ai envie de les voir. Bah, par rapport à ce que Dominique disait, les versions américaines, les remakes américains, on a vu ce que ça donnait avec les visiteurs. C'était ni fait ni à faire. Tu sais, il y a des. C'est surtout ça en fait. Il y a des. Le problème des Américains, ils essaient de reprendre des adaptations françaises. Et le problème, c'est que ça. Ils en font des caisses et ça marche pas. C'est comme Taxi. Hein. Taxi, ils ont fait une adaptation. Alors, c'est pris un casse-gueule. Ils ont fait quoi ils ont fait le dîner de con d'ailleurs. Oui, ça. Vu chez les ch'tis, je crois. Ah, il y a moyen. Ouais. Les visiteurs. Enfin, de toute façon, tous les trucs qui ont un peu marché, ils ont essayé, ils ont tenté le coup. Et, il y a eu un bienvenu chez les ch'tis, je crois, aux États-Unis. Alors, je me demande comment ils ont dû tout transposer parce que les ch'tis et les mecs du sud, ça marche pas pareil. D'ailleurs, il y a un film là que. Ah, je me rappelle plus le nom du film. C'est avec Thierry Lhermitte et Miu Miu. Il est dans la ville? Non. Non, c'est un. Non, c'est un couple qui Thierry Lhermitte qui travaillait à la DGSE. Ah, la totale, la True Lies. True Lies, c'est ouais, c'est ça. Ah, mais True Lies, c'est James Cameron qui l'a fait. Ça, c'est la meilleure adaptation qu'on ait pu faire. En remake américain, il y a rien. Ouais, ils ont fait péter le ils ont fait perdre Shardy. Le True Lies, ah bah oui, non, parce que la totale des gens lui-même était sympa. Hein, ça a marqué les débuts de Frédéric Diffenta. D'ailleurs, il était tout jeune, il avait un petit rôle. Il y avait d'autres comédiens qui étaient bien dans le film. Déjà, Eddie Mitchell, chanteur et acteur, ça me va. Mais plus Michel Boujna, qui faisait le Simon qu'on voit dans la version américaine de Bill Paxton. Non, c'était bien trouvé, je trouve. Mais après, de toute façon, que ce soit pour un remake, pour une suite ou quelque chose, c'est toujours risqué de refaire un film par-dessus un truc qui marche. Moi, je pense que ça rejoint ce qu'on appelle en management, enfin le principe d'incompétence de Peters, je crois. C'est qu'en fait, là pour le coup, c'est comme quand tu fais un film, il y a toujours une chance qu'il soit raté. Si t'as un film quand tu fais un film qui marche, t'as envie d'en faire un deuxième pour que ça marche encore. Ben, fatalement, à force de refaire des films et que ça marche, tôt ou tard ça finira par plus marcher. Donc en fait, l'idée de faire des suites, ça va forcément finir par aboutir à un problème. Peut-être que le deuxième va être bon, peut-être que le troisième va être bon, mais tôt ou tard ça va finir par se casser la gueule parce que voilà, tu peux pas avoir de la chance 20 fois d'affilée. C'est comme. Après, c'est le fait de faire des suites, c'est sympa, mais en fait, il faut comment dire. C'est surtout se dire il faut un début et une fin quoi. C'est là quand tu dis voilà là par exemple un exemple qui passe très bien, tu prends la trilogie des parrains. Voilà, la fin était belle quoi. C'est elle est tragique mais elle est belle quoi, parce qu'en fait au final il a tout perdu quoi. Et il a perdu sa fille, il a perdu il a perdu sa mafia et tout le bordel quoi. Tu vois, il est isolé quoi. Ouais. Et puis comme il est vieux, voilà, il meurt quoi. Et voilà. Ouais, le spoil, je sais, mais voilà, je dis voilà, c'est cette trilogie-là, ils ont fait quand même un début, un milieu, une fin, et les trois ont bien passé. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Par contre, quand tu prends des trucs, c'est tiré par les ficelles, laisse tomber.
Bah, les Fast and Furious, ils commencent à être un petit peu usés. Hein. De quoi? Les Fast and Furious, ils commencent à être un petit peu usés. Ah bah là, oui. Après, tu vois, là, t'as le parfait exemple. Tu vois, à l'époque, c'était l'époque tuning et tout. Et au final, bah là, tu vois, c'est un drone qui est piloté. The Rock qui pousse une torpille de sous-marin dans la glace. Puis le prochain, il y aura un John Cena dedans. Dans le 10e, ils vont faire des courses de bagnole sur la Lune. Ah mais là, regarde, tu vois la bande-annonce, je vais pas te mentir. Tu regardes la bande-annonce, t'as un avion aimant hein, là-dedans. Je pense que j'en ai une qui est en train de se fondre la poire, j'en suis sûr. Donc là, des fois, c'est de gueule. Et par contre, tu parles, tu vois, de films qui ont bien des bonnes suites. Bon, alors, je vais pas prendre le cas des Missions Impossibles parce que ce ne sont pas franchement des suites en elles-mêmes. Et de Mission Impossible en Mission Impossible, Tom Cruise essaie de faire Paul. Il n'y a pas véritablement de suite au scénario. Par contre, si tu prends au départ un petit film qui a marché gentiment en 2002, et d'ailleurs il a marché mieux qu'un Meurt un autre jour, la même année, qui était la Mémoire dans la peau. Quand tu regardes ce qu'ils en ont fait, La mort dans la peau, La vengeance dans la peau, L'héritage et puis Jason Bourne tout court à la fin, les 5 films se suivent et les 5 films sont bons de A à Z. Tu peux même pas avoir de préférence pour ces films-là et tu peux pas avoir vu le 2e et le 3e sans avoir vu les précédents. C'est franchement bien fait quoi. Et les Jason Bourne, pour le coup, ça arrive à la cheville. Tu vois, à la cheville des James Bond, à la cheville gauche, t'as Mission Impossible, à la cheville droite, t'as Jason Bourne. C'est les Arrête seuls, de faire du bruit, Dorian. C'est vraiment des bonnes suites de films à voir, c'est les Jason Bourne. Bah d'ailleurs, il y a La mémoire dans la peau que j'ai cédé à la sauce. Hein. Ouais, bah je les ai les 5 moi. Je les ai les 5. Et même Jason Bourne, l'héritage, qui est le 4e qui se passe avec Jeremy Renner, en fait c'est un autre agent dont l'histoire se déroule parallèlement au 3e, La vengeance dans la peau. Franchement, ça a été très bien tourné. Et l'idéal, ce serait qu'il fasse un 6e film réunissant et Matt Damon et Jeremy Renner, mais est-ce que ça se fera? Et ce serait une belle conclusion. Ouais. Et sinon, une belle série s'est dégradée au fil des épisodes. Die Hard. Bah, Die Hard, l'apothéose, c'est le 3 en fait. Le 4 passait encore parce qu'on n'en avait pas vu depuis 12 ans, mais le 5e, c'était totalement inutile. Le 5, j'ai arrêté au bout de 2 C'était pour faire minutes. du pognon, clairement. Piège de cristal, il était bien. Bah, Piège de cristal, c'est les bases, quoi. C'est les bases d'un... Oui, les 3 premiers, c'est les bases. C'était les bases, l'apothéose, c'est une journée en enfer. Le Die Hard 2, en fait, c'est un copier-coller du 1, sauf que ça se passe dans un aéroport au lieu d'une tour. Et c'était une suite sympathique, puisqu'à la fin du 1, il se remet avec sa femme, tout ça. Donc on voit, il attend sa femme pour Noël, quoi. À partir du 3, il a déjà bien divorcé, tu vois. Et pour aussi, terminer sur ces histoires de suite de films, je vais vous poser la question, savoir si vous devinez, quels sont les films qui ont les mêmes réalisateurs de A à Z dans toutes les suites et qui ont été bien du 1 au dernier. Pour vous dire combien il y en a, ce serait vous dénaturer la question. Même réalisateur, toutes les suites. Oui. Parce que les Jason Bourne, si tu prends Jason Bourne, il y a eu le premier avec de Doug Liman qui a fait par la suite Monsieur et Madame Smith et puis Jumper, je crois. Après, à partir du 2, du 3 et du 5, c'est Paul Greengrass. Dans le 4, c'était Tony Gilroy qui avait signé les scénarios des films dans l'histoire parallèle. Mais les suites de films, dont c'est le même réalisateur du premier au dernier, et tu peux ne pas avoir de préférence pour les films, tellement ils sont tous bons. Bon, il y en a un qui compte pas vraiment, c'est la saga Seigneur des Anneaux, parce qu'il y avait c'était déjà une série de livres à la base. Voilà. Ouais, j'avoue. Il y a la Casa de Papel qui est bien. C'est les armes fatales en fait. Arme fatale, hein.
Du 1 au 4, dans le 1, tu fais connaissance avec. Ils deviennent un duo d'inspecteurs. Hein, tu fais connaissance, ils sont chacun de leur côté. Ils deviennent super potes. Dans le 2, tu apprends comment la femme de Riggs est morte. Dans le 3, ils rencontrent une nouvelle nana. Et puis dans le 4, ils finissent par être l'un être grand-père et l'autre être papa. Et franchement, du premier au dernier, sur 10 ans, alors il y a un 5e épisode qui est prévu pour 2022. Avec un réalisateur qui a quand même bien 90 ans bien tassé, c'est le même, hein, c'est Richard Donner qui a fait les Goonies, les Superman, aussi en plus des Armes Fatales. Je vois pas ce qu'on peut faire sur le 5e film, et sans compter qu'il y aura un petit problème en fait pour la version française. C'est qui va remplacer Jacques France pour donner la voix à Mel Gibson. Il est mort le mois dernier. C'est ça, ouais. Jacques France. Quand tu perds un acteur comme ça, comme là ils vont préparer le flic de Beverly Hills 4, qui selon Eddie Murphy sera son dernier film au cinéma. Il a 60 ans, il est encore bon pour le faire. Mais Dondo est décédé l'année dernière, je crois début 2020 ou en 2019, je crois. Qui pour remplacer des voix françaises? Parce que nous autres Français, on est très attachés aux voix aussi. Oui, c'est vrai dans les films. Quand on te donne des suites de films aussi, on s'attend toujours à retrouver les mêmes voix, les mêmes intonations. Oui, non, mais c'est sûr. C'est vrai que eux, ils continuent à faire le film parce que ils ont toujours l'acteur, mais c'est vrai que pour nous, c'est pas. Nous, on est obligé de s'adapter derrière, quoi. Donc, ouais. Et d'ailleurs, le fameux Hors de contrôle qui est sorti en 2010, en 2008-2010 avec Mel Gibson et Ray Winstone qui avait été vu dans le Indiana Jones 4. Au départ, ça devait être Mel Gibson et Robert De Niro. Le problème, c'est qu'ils avaient la même voix française. Ouais, c'est vrai que c'est. Qui c'est qui regarde la Casa de Papel en ce moment là? Un gros changement de sujet à la fois. Tu passes du Coca Light là? Ouais, mais c'est ça, c'est complètement ça le mec. Et ben, du coup, pour te répondre, non, j'aurais pas regardé la Casa des Papel. Non, je pense que tout le monde se fout royalement de la Casa del Papel, je pense. Oh, attention. Mais... Alors, en ce moment, peut-être, parce qu'il n'y en a pas de nouveau, mais j'ai pas suivi les premiers, hein, mais. Moi, j'ai jamais regardé. Il paraît que c'est bien. Il paraît que c'est bien, mais oui, c'est pareil. C'est comme oui, puisque Karim parlait de suites de films qui ont fini par tuer une franchise. En l'occurrence, les Fast and Furious, ça sent le cramer là. Les séries, c'est pareil, ça peut être super bien. J'en passe pour en avoir entendu parler là, sans jamais avoir vu la série, le fameux Game of Thrones. Il paraît que l'épisode final est à chier. Bah, c'est surtout la saison finale qui a pas mal déçu. Moi, j'ai quand même pas mal apprécié, mais je comprends que ça. Attends, je m'entends encore en écho. Mais disons que sur Game of Thrones, ça a commencé à être un peu plus problématique. Je te mets en muet, désolé, parce que j'ai trop mon écho. Je verrai quand tu te remettras à parler. Sur Game of Thrones, ça commençait à être un petit peu problématique à partir du moment où déjà le scénario de la série a dépassé celui des livres, où du coup les scénaristes ont dû commencer à... Ils avaient quelques éléments qui avaient été donnés par l'auteur des livres, qui était toujours en train d'écrire la suite, qui leur a donné quelques éléments sur la suite pour qu'ils puissent quand même être à peu près cohérents avec là où c'était censé aller, mais ils ont commencé à prendre des libertés dès les premières saisons pour simplifier, classique quoi, adaptation, et puis du coup prenaient de plus en plus de liberté, puis ils ont fini par partir complètement sur une autre voie, et malheureusement c'était pas aussi bon que le talent de George R.R. Martin. Et puis voilà, certains personnages qui étaient super intelligents, qui du coup sont devenus un peu moins intéressants parce que eux ils arrivaient plus à les écrire de manière convenable. Ça commence à être un peu plus le problème. Puis sur la saison 8, le problème c'était surtout rusher en fait. Les deux scénaristes c'était prévu qu'ils viennent écrire des scénarios pour Star Wars, et du coup ils se sont dit ok, faut qu'on boucle, hop, on écrit. Ils ont fait un petit peu ces trucs, ça passait un peu, mais pas tant que ça. Enfin, par rapport au reste de la série, c'était un peu en dessous, voire beaucoup en dessous selon certains. Moi, je trouve ça passait encore, mais c'était pas. C'est sûr qu'il y avait de quoi être un peu déçu. Attends, je te remets je te remets ta voix, vas-y. Je disais oui, au final, ça a été bâclé. Bah, c'est un petit peu ça. Le pire, c'est que du coup, ils ont même pas, ils ont rushé pour pouvoir faire les Star Wars. Ils ont même pas fait les Star Wars parce qu'ils
ils sont tellement devenus impopulaires à cause de ça que plus personne, enfin ils ont pas voulu leur confier le scénario quoi. La trilogie était déjà en mauvaise posture, ils voulaient pas prendre plus de risques que ça, donc au final c'était perdu pour perdu quoi. Un mal pour un mal. Donc ouais. Après voilà, moi perso je défends quand même cette dernière saison par rapport à ce qu'on en dit généralement. Il y avait quand même pas mal de trucs qui étaient cool. Mais je comprends que ce soit un petit peu décevant par certains côtés, certains arcs. Il y a pas mal d'arcs narratifs qui ont un peu laissé tomber, qui les ont un peu laissé tomber, parce que voilà, il n'y avait plus le temps de tout conclure. Et après, voilà, on peut. Il y avait aussi, bon, il y a eu l'épisode 3 de la saison 8 qui avait aussi pas mal fait parler de lui parce que ça s'appelle La Longue Nuit et en fait il faisait nuit pendant tout l'épisode et c'était vachement sombre par rapport à plein d'autres scènes de nuit qu'on peut voir. Et du coup, beaucoup de gens disaient qu'on voyait rien. Alors perso, j'ai très bien vu parce que j'ai fait les choses convenablement. Je sais que l'épisode s'appelle La Longue Nuit. Je sais que ça se passe dans l'obscurité. Je sais que l'antagoniste principal, ce mec, s'appelle le Roi de la Nuit et il a le pouvoir de mettre des nuages noirs pour bloquer la lumière. Donc, il y a un moment, je m'attendais à ce que ce soit sombre. J'ai baissé mes volets, j'ai regardé mon épisode, j'avais aucun problème. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui avaient dû regarder le truc, tu sais, sur leur portable en allant au boulot. Donc là, forcément, ils ont rien vu. Mais bon voilà, c'est vrai qu'après voilà, ça pouvait être mieux fait, mais je trouve qu'on tape beaucoup trop fort par rapport aux erreurs qu'ils ont faites, je trouve en tout cas. On a beaucoup tendance à se dire ok c'est pas bien donc c'est nul, c'est le niveau zéro de la vie sur Terre, c'est du vomi, c'est alors qu'au final c'est juste en dessous des attentes, ce qui peut arriver, ce qui arrive même souvent quand t'es à la fin d'une série comme Game of Thrones qui a duré quand même pendant 8 ans je crois, non pendant 9 ans même. Enfin bref voilà, ça va durer super longtemps, ça avait été vraiment un gros truc et forcément t'avais des attentes énormes pour la fin et donc si c'est un peu en dessous des attentes bah t'as l'impression que c'est naze. Alors que c'est juste moyen mais ça donne l'impression que c'est naze. Voilà, enfin, je sais pas si d'autres ont un point de vue sur Game of Thrones, s'il y en a qui savent, mais moi, ce serait trop résumé. Bah du coup, puisqu'on est sur les suites, les trucs qui ont déçu, si vous voulez qu'on passe sur Star Wars, déjà qui sur la dernière trilogie Star Wars en particulier, vu que c'est elle qui a le plus fait parler d'elle dernièrement, forcément, vu qu'elle est plus récente. Donc voilà, est-ce que vous avez, est-ce que vous l'avez vu déjà, qui a vu la dernière trilogie Star Wars? Pas moi. Pas moi. T'as rien manqué. Pas moi non plus. Donc je sens que Vincent lui l'a vu. T'as rien manqué, on a fait du fric, merci Disney. En gros c'est ça. C'est Bon, déjà que c'est l'épisode parti. c'est sympa parce qu'il y avait un petit retour de Harrison Ford et de Carrie Fisher sur le 7, voilà. Bon, ils ont meublé sur le 8 avec quelques scènes qu'ils avaient tournées d'elle parce qu'elle était décédée malheureusement entre temps. Bon, le retour de Mark Hamill, bon, bien, oui, bon, c'était pour meubler clairement de A à Z. Et je me souviens d'une interview qu'avait donnée à Yam il y a des années de ça, j'étais abonné pendant plus de 15 ans en première, dans laquelle Akhenaton disait, c'était au moment après la sortie du troisième épisode de la prélogie, donc du 1, 2, 3. Il disait, George Lucas, très bien, il a raconté ce qui se passait avant, très bien, mais surtout qu'il fasse jamais cette suite. Le seul problème, c'est qu'après, bah, il a vendu à Disney, et on voit ce qu'ils en ont fait, on voit ce qu'ils préparent. Alors, il paraît que la série le Mandalorian est pas mal. Elle est beaucoup mieux, oui, clairement. Enfin, il me semble qu'à peu près tout le monde l'a bien aimé. Donc j'ai pas trop suivi, même si je suis abonné à Disney+, je vais attendre un peu. Donc pour moi, voir du Star Wars, oui, c'est l'univers, oui, il y a des sabres laser, oui, il y a de la musique et il y a toujours John Williams, mais les acteurs à côté de ça, c'est je sais pas. Oui, ils ont plein d'avenir, ils sont maintenant devenus très populaires, un bankable comme ils disent en anglais, même que j'aime pas trop. Mais
On a bien vu ce que ça a donné pour Mark Hamill et Carrie Fisher. Ils ont été mis au placard pendant des années après. Eux, ça a plutôt tué leur carrière. Même si Carrie Fisher s'auto-parodie dans Scream 3, d'ailleurs, qui était bien fait. Mais parce qu'elle avait sympathique dans le 3, dans Scream 3. Mais franchement... Bah, personnellement, j'ai plutôt bien aimé cette nouvelle trilogie. Alors, il y a des défauts, ça, bien sûr, il y en a, ça en est... Bon, bien sûr, elle a été produite initialement pour le fric, ça aussi, il n'y a pas vraiment de suspense là-dessus. Mais après, je pense que c'était pas si mal dans l'évolution, disons qu'ils amènent un peu à l'univers, disons dans le fait que... par exemple, notamment dans le 8, ça c'est sur tout ce qu'ils ont fait dans le 8, d'essayer de flouter un petit peu, là, on avait toujours le côté clair d'un côté et le côté obscur de l'autre, puis là bah, du coup on a l'héroïne Rey qui est du côté clair mais qui est un petit peu un attrait pour le côté obscur qui fait peur à Luke, il y a Kylo Ren qui est du côté obscur mais quand même qui a un attrait vers le côté clair, et du coup ce côté là qui faisait évoluer le récit, ils ont un petit peu plus laissé tomber dans l'épisode 9 où là pour le coup c'est revenu les Jedi versus les Sith. Donc voilà, donc le problème pour moi c'était surtout qu'il y avait un manque de cohérence parce que bon, déjà forcément on est parti d'un objectif commercial, donc c'était pas gagné d'avance, mais ils auraient pu s'en sortir, mais c'est aussi le problème je pense d'avoir... Attends, je vais couper un peu le micro. Mais tu sais ce qui pourrit la dernière trilogie en fait, si on veut bien, l'épisode 7 démarrait pas trop mal. Ouais, ça jusque là on est d'accord. Parce qu'on voit le fils de Leia et Han Solo, il part en sucette, mais pourrit vraiment on dit toujours que dans une trilogie, c'est toujours l'épisode 2 le meilleur. Rappelle-toi, la première trilogie Star Wars, le meilleur épisode, c'est l'Empire contre-attaque. Oui. Personne ne dira le contraire, je pense. Je pense. À mon avis. Après, sur la trilogie, c'est différent. Le meilleur épisode, ça reste le 3, parce qu'on voit vraiment le basculement du côté obscur. Mais là, sur le 7, 8, 9, ce qui te pourrit la trilogie, c'est le 8. Ah bah moi je trouve que c'est le meilleur. Parce que c'est justement celui qui fait le plus évoluer par rapport au 7 qui reprend un peu trop, je trouve, la trame de forcément de oh là là, il y a une personne qui est sensible à la force mais qui ne le sait pas, qui n'a pas de parents et qui vit sur une planète désertique et on reprend complètement le schéma du 4. Alors il y a un peu d'évolution quand même avec le Kylo Ren qui est pas la même chose que Dark Vador, parce que voilà, il a plus ce côté ambivalent et tout, donc il y a un peu d'évolution, mais ça reste globalement la trame de base. Le 9, il ramène Palpatine, ça c'est le truc qui a fait beaucoup crier, parce que déjà ça faisait un côté fan service, ce que je peux comprendre, même si moi, bon, pour le coup, j'aime bien Palpatine et je le considérais toujours comme étant un peu limite le personnage principal, vu que c'est lui qui vraiment tirait toutes les ficelles depuis le début. Et pour le coup, le 8, c'est celui qui a vraiment cherché une évolution, qui a vraiment cherché à briser l'histoire, les Jedi et les Sith, on laisse tomber, voilà, Rey et Kylo Ren qui sont chacun, comment dire, pas une face de la médaille, mais chacun un petit peu des deux faces, et je trouvais qu'on commençait à aller quelque part à vraiment déconstruire le mythe, et c'était intéressant de voir ce qui allait se lever après. Bon, ce qui est dommage, c'est que du coup après ils ont rétro-pédalé et ils sont revenus sur là où ils étaient partis avec le 7, au retour au classique, disons. Mais pour moi le 8 était vraiment mieux à ce niveau-là, il cherchait vraiment de l'originalité, quoi. C'est possible. Mais peut-être que... Alors, après, ça dépend du contexte dans lequel on va le voir. Moi, à l'époque, je venais de m'exploser la cheville l'avant-veille, donc j'étais pas en état trop d'aller voir peut-être au cinéma ce jour-là, mais le 8, oui. Peut-être si je le revoyais, il y a certains films, ça peut arriver, je pense, à tout le monde, tu le vois une fois, tu le détestes, puis après, tu le revois 2 fois, 3 fois, et avec le temps, tu l'apprécies, tu vois. Après, ça dépend toujours des attentes que tu as, je pense, ça pour rebondir aussi un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure avec l'attente sur la dernière saison de Game of Thrones. Là, c'est un peu la même chose, Enfin, moi, ce que je me suis dit quand j'ai su qu'il allait avoir cette nouvelle trilogie, je me suis dit, putain, j'aimerais pas être à la place de ceux qui vont devoir écrire et réaliser le film et se dire, ok, ça va, te mets pas trop la pression, t'es juste en train de prendre la suite de Star Wars. C'est rien du tout.
C'est juste une des plus grosses sagas de l'histoire du cinéma, tu prends la suite, tout va bien se passer. À mon avis, ils ont dû un peu paniquer à certains points, ils se sont dit merde, faut qu'on mette du fanservice, faut qu'on fasse ça, ils ont dû se perdre un peu eux-mêmes à mon avis en essayant d'être à la hauteur et au final ils ont perdu après, sur l'objectif qui était juste de faire un film quoi. Sur l'épisode 7, c'est quand même J.J. Abrams qui réalise, donc pour moi, même si je n'ai pas vu les séries Alias et Lost dans les années 2000, qui étaient apparemment de super bonnes séries, il a par la suite repris de fond en comble les Star Trek j'ai vu Star Trek, aucun Star Trek de ma vie malheureusement, mais il en avait fait apparemment un très bon en 2006, grande année de Casino Royale. Mais J.J. Abrams, moi, ce qu'on lui doit, pour moi, au cinéma, c'est le meilleur Mission Impossible, c'est le 3e. Qui date aussi de 2000. Dans les années 2000, il y a après Mission Impossible 2, qui était pour moi un semi-échec de John Woo, J.J. Abrams, quand il a repris le truc, il a franchement bien monté son épisode 7 après. Mais peut-être il y avait du fanservice en faisant revenir Harrison Ford, peut-être Carrie Fisher qui était là, qui avait pris de la bouteille aussi. Oui, alors on voit l'évolution des enfants, des parents. Ça va, je trouve leurs interventions sont plutôt bien amenées. Mais ce que j'ai bien aimé dans le set, c'est le côté, je récupère mon Faucon Millennium, là, le vaisseau. Et c'est la petite Daisy Ridley, comment c'est Ray, elle s'appelle. Ouais, Ray, qui après a le droit de le piloter. C'était vraiment un truc bien dans le set. Mais après, je sais pas, peut-être si j'envoyais le 8 aujourd'hui. Et le 9, il apporte rien de neuf en fait. C'est un peu son problème. Après, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, après, niveau réalisation, genre le cadrage, les images et tout, ça pour le coup, je pense qu'il n'y avait pas grand chose à dire. Le set était cool, il y avait une bonne. Ça rendait vachement bien. Je crois que c'était lui qui commençait avec dès le départ, tu voyais genre une planète, et puis t'avais un vaisseau qui commençait à apparaître devant, tu sais, en noir, donc vraiment complètement sombre devant le ciel sombre. Et tu le voyais qui grandissait, et tu disais putain, mais il a fait quelle taille ce putain de vaisseau? Et au bout d'un moment, il prenait quasiment tout l'écran. Ça, déjà, ça t'annonçait la couleur. La réalisation était pas mal, vraiment, tu voyais les trucs. Le 8 était, je pense, dans la même lignée. Enfin, j'ai notamment bien aimé, je sais plus, la scène du duel entre Kylo et Rey dans la salle du trône, là, avec les lumières rouges et tout. Enfin, c'était joli, tout simplement. Star Wars 9, j'ai un peu moins de moments qui me sont restés comme ça. Il y avait je pense, le moment où on a vu les débris de l'étoile de la mort, qui était ça avait un côté impressionnant un peu. Mais au niveau réalisation, je pense ça va, c'était du bon niveau, et c'est peut-être même, j'ai envie de dire, mieux que les anciens films. J'ai la réalisation de George Lucas qui est parfois un peu simple, tu vois. Bon, tac. C'est bon. Mais Et en parlant de George Lucas, tu sais que c'est quand même le créateur de Star Wars. Est-ce que tu sais pourquoi il n'a jamais, à l'époque où il a fait l'épisode 4, l'Espoir, pourquoi il n'a jamais réalisé les épisodes 5 et 6 qui sont respectivement réalisés par Irving Kershner pour l'Empire contre-attaque et Richard Marquand pour le Retour des Jedi? C'est parce qu'il pensait qu'en fait, à son Star Wars, le quatrième épisode, il pensait qu'en fait, ça allait faire un monumental. Il était parti du principe qu'il venait de créer un truc, qu'il allait se vautrer. Il a dit, je le sors quand même. Et après, parce que j'ai peur de me planter, et laisser la réalité. Il était, surtout qu'il avait passé le temps de tournage du film avait duré assez longtemps, et il avait peur de il avait peur de se planter sur les suivants. Ouais, je savais qu'il avait. Déjà, oui, qu'il était persuadé que ça allait complètement se planter le premier Star Wars. Ça, c'est fou quand même. C'est un peu le message d'inspiration, tu vois, pour dire mais t'as l'impression de faire de la merde, essaye quand même, parce que si ça se trouve, en fait, le monde entier sera pas d'accord avec toi et dira que c'est génial. Mais après, oui, ça lui a causé aussi un stress pas possible, je pense. Enfin, je sais qu'il était à deux doigts de se pendre. Pendant le tournage du premier Star Wars, et surtout sur la fin, il avait pas envie de se retourner là-dedans, quoi. Il lui a fallu des années pour s'y remettre. Et juste parce que je vérifiais par acquis de conscience sur ma tablette, le Star Trek de J.J. Abrams, ça date de 2009. Le 2006, c'est bien le Mission Impossible.
Bref, donc George Lucas, on lui doit quand même de grandes choses. Et quand tu crées des films comme ça, au départ de domaine de la science-fiction, il y a eu des films que dans les années 70, Soleil Vert, d'autres trucs comme ça, des films de science-fiction. Tout le monde s'accorde à dire que 40 ans plus tard que 43 ans plus tard que Star Wars c'est la culture. C'est-à-dire que tout ce que nous sommes aujourd'hui, amateurs de jeux vidéo, les nouvelles technologies, Non, rien. les figurines, les déguisements, J'ai un problème de les son. déguisements, tout ça, la pop culture, certaines musiques, John Williams, il doit des trucs impressionnants, hein, parce que John Williams, il n'a pas fait que Star Wars, hein, quand même. Ah ouais, non. Star Wars, oui, ça reste calmement parlant, ça reste la plus grande œuvre de John Williams. Après, c'est mon avis perso, mais il a fait Indiana Jones, il a fait Les Dents de la Mer aussi. Déjà, avec 2 notes, il arrive à te faire peur déjà. Il y avait, pour ceux qui ont regardez en replay. D'ailleurs, c'est encore valable jusqu'à demain soir, le 20h30 le dimanche, où il parle des où c'était plus valable. Non, sur les musiques juste. Ouais, si c'était la semaine. Ils ont commencé d'ailleurs de parler de Dark Vador pour finir sur les musiques des films. Et ouais, avec 2 notes, Les Dents de la Mer, déjà je peux pas, j'aime pas les requins. Mais mais voilà, donc Star Wars, ouais, c'est tout un. On va dire que c'est tout un ensemble. Alors après, quand on arrive à te faire des épisodes, comme moi j'ai adoré Rogue One, transition 3 ou 4, où on voit toute l'étendue de la méchanceté, là, qui devient vraiment pourri, Dark Vador. Rogue One, c'est la construction de l'étoile noire. Là, pour le coup, ça a été une super transition. Là, franchement, Rogue One, j'ai pas vu l'épisode sur la jeunesse de Han Solo. Non, moi non plus. Mais ouais, Rogue One, c'était. Là, bon, il n'y a pas le Star Wars thème, malheureusement, parce que c'est une transition, un Star Wars à proprement parler. Mais franchement, ouais, ça aurait beaucoup à dire. Ouais. Non, mais justement, pour moi, Rogue One, c'est justement un peu le contre-exemple de ce que je disais, c'est que comme il est pas dans la saga, tu vois, c'est un spin-off, je pense qu'ils avaient peut-être moins de pression, du coup ils se sont permis plus de trucs peut-être, et au final ça rend super bien, quoi. Peut-être qu'il y avait moins d'impératifs, tu vois, aussi, peut-être qu'ils... Parce que les 7 Star Wars 7, 8, 9, je pense qu'il devait y avoir derrière le producteur qui disait si on fait pas 1 milliard de recettes, c'est la mort, tu vois, quelque chose comme ça. En Rogue One, il y avait peut-être moins de pression, je sais pas. En tout cas, moi j'avais moins d'attentes du coup, vu que c'était pas, je savais que c'était pas un Star Wars comme les autres, il était pas obligé de reprendre la suite d'une histoire déjà existante. Et voilà, il se trouvait une place entre le 3 et le 4. Là où pareil, c'est aussi une des balles dans le pied de la dernière trilogie, c'est que il devait continuer sur une histoire qui était déjà finie. Donc c'est forcément ça partait mal. Et alors que Rogue One, du coup, ou Solo, ou les autres, soit ils se calent, ou The Mandalorian, et puis ils partent dans leur truc à eux, et comme ça, je pense que ça a dû les aider, parce que pour le coup, enfin, vraiment, tu regardes les 7, 8, 9, ils ont été décriés par les uns par les autres, et tu regardes Rogue One, The Mandalorian, tout le monde les acclame. Donc, est-ce que le fait d'être dans la saga, dans la continuité de la saga, vraiment être un épisode de la saga Star Wars, est-ce que c'est un peu un genre de malédiction qui fait que tu vas faire quelque chose qui va pas plaire à tout le monde? C'est possible. Moi j'ai l'impression des fois. Après, pour ne pas avoir vu les Clone Wars à l'époque, des dessins animés qui se passent entre le 2 et le 3, je crois, si je dis pas de bêtises. Surtout que moi, à l'époque de la... En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand George Lucas, à qui on doit, donc, il a refait totalement tout seul les 1, 2, 3. Hein, il n'a pas laissé le flambeau à d'autres, il a vraiment refait une trilogie tout seul. La prélogie, donc. J'avais vu le 1 au cinéma. Le 2, je ne l'ai pas vu parce que en bac pro, j'étais stagiaire, il l'ai manqué. Et j'ai regretté, du coup. Et l'épisode 3, après, j'étais allé le voir. Et les Clone Wars, il y a tout un tas d'histoires. Si on a l'Orient, le Clone Wars et tous les Rogue One, le Han Solo aussi. Il y a une chronologie à suivre qui est pas simple. Un peu comme pour les Avengers et tous les super-héros d'ailleurs. Ouais, ça, faut en avoir lu beaucoup pour comprendre. D'ailleurs, quand tu tapes chronologie sur Google, tout de suite, il va te mettre Star Wars. Hein. Ouais, déjà aussi, parce que les gens se pauvent. Ça commence par l'épisode 4, 5, 6, après on revient à 1, on va jusqu'à 3, ensuite on reprend à 7. C'est ça. Mais c'est comme pour les jeux qui aiment les jeux de saga Metal Gear Solid. Les épisodes sont sortis entre 87 et 2000, le Metal Gear 19.
En fait, l'ordre des histoires n'est pas celle-là. On n'est pas dans la continue de ce qui se... Sinon, en fait, les autres, on vous a pas trop entendu sur Star Wars, mais vous avez... Ouf. Bon, moi, je connais rien, j'en ai vu aucun. Moi aussi. Moi aussi. T'as vu lequel? Aucun, il a dit. Non, mais il y en a qui en avait vu un. Ah, il n'y avait pas Dorian qui avait dit qu'il en Non. avait vu un? Non, j'en ai vu aucun. Ah, tu en as vu aucun, d'accord. Je suis aussi sourd que toi. Non plus. J'ai déjà vu des épisodes, je connais un peu les personnages. R2D2, Chewbacca, Stormtrooper, là, je sais pas quoi. Stormtroopers. Ah, les Stormtroopers. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, dans l'épisode 7, Voilà. Ah, Chewbacca. merci Chewbacca. Dans Dark l'épisode Vador. 7, d'ailleurs, Daniel Craig joue un Stormtrooper. Ah oui, oui, effectivement. Je me rappelle de cette histoire-là. Il y a eu pas mal. Tu sais que sur une page, un forum dédié à James Bond sur Facebook, il y en a un qui a mis une photo des acteurs qui ont participé à James Bond et à Star Wars. Mads Mikkelsen a joué un général, d'ailleurs. Le chiffre dans Casino Royale, il a joué dans Star Wars. Dans je sais plus lequel d'ailleurs. Mads Mikkelsen, c'était dans Rogue One, justement. Ah bah dans Rogue One, c'est ça. Ouais, c'était l'ingénieur Galen Erso. Ah, tu cherches sur Google en même temps? Non, je me souviens. Je sors juste de mon table pour une autre raison. Bon, vous savez quoi, moi je vais me bioter. Ah, bien bonne nuit. Que la force Bonne soit avec nuit. toi. La force, elle sera entre moi et Lily, surtout. Ouais, Qui tu veux entre toi et Lily, ça ne nous regarde pas. Oula. Je suis tout seul. Ah, on n'est plus que 4 d'un coup, il y en a 2 qui ont disparu, d'accord. Bah oui, Oui, il y a ils Yannick sont qui a été partis. emporté. En fait, c'est lui qui était avec Romain dans son lit. On se calme. On plaisante. Tu tapes acteur James Bond Star Wars, 14 acteurs célèbres qui ont collaboré à Star Wars sans qu'on ne le sache. On va aller sur sympa.com. Sympa.com. Ouais, voilà, Christopher Lee est dans L'homme au pistolet d'or. Ah bah, et qui oui, aussi bah, Christophe, bien le sûr. comte Dooku. Christopher Lee, bah non, mais c'est la base. C'est le comte Dooku, c'est l'homme au pistolet d'or, bien sûr. C'est ça, Et oui. puis Christopher Lee, n'empêche Christopher Lee, quand tu regardes, il a fait le comte Dooku et il a joué aussi dans Les Seigneurs des Anneaux. Si je dis pas de Aussi, bêtises. oui. Ah non, mais Hein, il a quand même fait des. Enfin, Christopher Lee, c'est quand même un mec. Il parlait 5 langues et il parlait français d'ailleurs. Ouais, Ah bon oui, non, mais Christopher Lee, c'est un mec incroyable. Il a été espion lui-même. Il a même inspiré un peu, je crois, le personnage de James Bond. Il avait été espion pendant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, même, il y a une anecdote à ce sujet qui est pas mal connue. C'est pendant le tournage du Seigneur des Anneaux, donc spoiler, dans le Retour du Roi, Saruman, le personnage de Christopher Lee, se fait poignarder, Ouais. se fait tuer. Et en fait, Peter Jackson, du coup, pour le tournage de la scène, lui expliquait, voilà, alors quand tu te fais poignarder, il faut que tu fasses un cri comme ça. Et Christopher Lee qui lui dit, est-ce que t'as déjà entendu quelqu'un qui se fait poignarder? Parce que moi, oui, je sais comment ça fait. Du coup, Peter Jackson, il a fait ok, je te laisse faire. Voilà, et du coup, Christopher Lee explique que tu fais pas de quand tu te fais poignarder parce que t'as la lame t'as des poumons qui sont bloqués, tu vois, parce que t'as la lame qui est là. T'es comme ça plutôt. Et du coup, donc voilà, t'as Christopher Lee qui était en mode mec, j'ai déjà vu des gens se faire poignarder, je sais ce que ça fait. Mec, ne me demande pas de te Il a raconter. quel âge, lui? Il est Ah mort non, il est maintenant, mort, 93 ans. mais ouais, il était super vieux en plus. Et il avait bien tenu. Il avait aussi eu ces dernières années, il avait fait un groupe de métal. Ce mec, il a tout fait. Il a été espion, il a été acteur, il a été chanteur d'opéra aussi. Il a chanté un groupe de métal symphonique. Donc voilà, et voilà. pour la légende de Christopher Lee. Ah ouais, Christopher Lee, c'est quand même. Je regardais, il y a eu des scènes qui ont été coupées apparemment avec William et Harry. Sur les acteurs qui ont joué dans James Bond et sur Star Wars, il y a aussi Julian Glover qui est toujours bien vivant, que j'ai eu la chance de rencontrer à la convention en 2011 à Mâcon, où je suis en photo avec Futé de l'agence qui voyait la photo. J'ai rencontré Julian Glover. Julian Glover, donc il a joué dans Star Wars, il a joué le rôle de Maximilian Vers, le général qui travaille pour Dark Vador dans l'Empire contre-attaque. Ouais, Et pour les autres qui n'ont pas vu Star Wars, Julian Glover, c'est le méchant, donc Harris Christatos dans Rien que pour vos yeux, et c'est aussi le méchant Walter Donovan dans La Dernière Croisade. Tout à fait. Voilà, donc le mec, t'as des gens comme ça, ils sont là pour être des méchants. Hein. Ouais, et lui aussi. Et je lui avais demandé d'ailleurs ce qu'il a avec j'avais eu l'occasion de lui poser une petite question en plus de l'autographe, savoir comment ça s'était passé avec Carole Bouquet, puisque de la
Bouquet. Il m'a dit adorable avec Roger Moore, super bien entendu, très bonne actrice française, Carole Bouquet, qui elle a moyennement aimé avoir fait un James Bond par la suite, mais pour d'autres. Bref, et elle détestait des scènes sous-marines. Ah. Et il y a eu aussi, tiens, blague à part, il y a eu aussi une certaine Keira Knightley qui jouait. Oui. Alors, je vous fais la liste parce que je suis sur sympa. Je sais qu'elle joue dans la menace fantôme, elle faisait la collaboré. De Nathalie Portman. Alors, elle avait que 12 ans. Elle a fait une brève apparition dans La Menace Fantôme. Elle joue Sabé. Une des suivantes en fait de Padmé Amidala. C'est une de celles qui se fait passer pour elle pour prendre les balles à sa place en fait. C'est ça. Même que d'ailleurs, je crois il y avait une anecdote que genre quand elles étaient avec le maquillage de Padmé sur le tournage, même leur mère, elle arrivait plus leur mère respective, elles arrivaient plus à savoir laquelle était leur fille. tellement elles étaient devenues identiques avec le maquillage et tout. Et pour la petite histoire de Daniel Craig, il a profité du fait que l'épisode Spectre de la saga James Bond était tourné dans les mêmes studios que l'épisode 7 de Star Wars le Force pour demander à un assistant réalisateur de lui permettre de faire un caméo. Cependant, si tu ne te souviens certainement pas de l'avoir vu, car le Britannique qui a joué le rôle d'un Stormtrooper, donc casqué en blanc, n'a jamais enlevé son masque, la scène à laquelle il a participé montrerait prise en captivité, un truc de Jedi pour ordonner à des soldats de l'Empire Galactique de la libérer, de laisser la porte ouverte et de lâcher son arme. Au début, ce Stormtrooper ne semble pas céder à la force du personnage joué par Daisy Ridley, mais il laisse ensuite l'héroïne s'échapper. C'est lui. Il y a eu aussi Joseph Gordon-Levitt. Ah. Ouais, il a joué le rôle de Slow and Low. Ouais, c'était Slow and Low, il est dans l'épisode 8. Dans l'épisode 8. Mais c'est un personnage, tu sais, c'est un personnage tout un espèce de un peuple d'une autre planète. Ok. Pas le genre humain quoi. Ouais, un alien. Ouais, un alien. Je vais voir. Ah oui, je vois l'image effectivement. C'est. Attends, je vais. Il y a eu Rose Byrne aussi, qui connaissent pas Simon Pegg aussi. Simon Pegg il joue dans les Missions Impossibles avec Tom Cruise, puis il a joué dans Hot Fuzz. Il a joué pareil un personnage, un alien, une Carpleut dans l'épisode 7. Il y a aussi Jon Favreau qui a réalisé les 3 Iron Man qui joue le rôle de Rio Durant. Mais Rio Durant, c'était quoi? Dans le film sur Yann Solo, alors j'ai pas vu. Il est producteur et scénariste sur Le Mandalorian. J'ai pas vu le film sur Yann Solo. C'est un des rares Star Wars que j'ai pas vu. Il y a d'autres acteurs dont je vous épargnerai les noms parce que même moi je les connais. Oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a pas mal d'acteurs qu'on retrouve dans les grandes sagas comme ça. D'ailleurs, ça me fait penser à l'anecdote qui me fait marrer. On parlait d'Avatar tout à l'heure. Et c'est une des actrices les plus, disons, présentes dans le top historique du box-office mondial, c'est Zoé Saldana. Sauf que donc, on la voit notamment dans Avatar, dans les Avengers, Gardiens de la Galaxie et dans Pirates des Caraïbes. Le truc c'est qu'elle a jamais la même couleur parce que dans Pirates des Caraïbes elle a sa couleur naturelle de peau donc elle est noire, peut-être métisse, je sais plus. Dans les films Marvel elle joue Gamora donc elle a la peau verte et dans Avatar c'est une Na'vi du coup elle a la peau bleue donc en fait elle a jamais la même couleur. D'ailleurs Zoé Saldana je vous conseille le Colombiana. Production, Luc Besson, mais ça valait le coup. Je voulais revenir sur un sujet. Ouais, je t'en prie. On avait parlé l'autre jour, c'est sur les fameuses censures. Ah oui. Parce que aujourd'hui, je vais pas parler de ce qui se passe aujourd'hui avec la culture de l'oubli, mais je vais pas parler comme récemment le baiser du prince dans Blanche-Neige qu'on veut enlever. Ça m'intéresse la merde. Ce qui m'intéresse, c'est par rapport à toute cette partie où maintenant, dans les films, je vais prendre un exemple tout bête, la trilogie, une très bonne trilogie que je recommande d'ailleurs, Le Cœur des Hommes 1, 2 et 3, où tu les vois dans des fêtes, des mariages, où les mecs ils fument. Aujourd'hui, parce que on sait que fumer c'est pas bien, hein, on enlève les cigarettes au cinéma, on enlève certaines choses. Certaines postures aussi, je pense. L'alcool. Un peu dénudées, on les filme de dos parce que sinon elles sont un peu la poitrine plongeante devant, tout ça. Des trucs des détails qui font que
Ça a commencé déjà dans les bandes dessinées pour la cigarette avec Lucky Luke, on lui a mis une brindille d'herbe dans les années 80. Donc, je trouve ça franchement. Non, j'ai pas de mots. Je veux dire, c'est pas. Tu vois, le film Drunk qui a eu le César du meilleur film étranger. Bon, là, le sujet est tout trouvé. Hein, c'est la picole. Oui. Forcément, tu vas pas enlever tout le film parce que là, ça dénaturait le film. C'est sur le mec qui se bourre la gueule. Non, honnêtement, c'est l'idée là, parce que ça aussi, les parties où les gars boivent un coup, tout ça, ça aussi, ça commence à tendance à disparaître. À un moment donné, ça fait partie des choses de la vie. T'as des mecs qui sont en soirée, ils vont fumer une cigarette, ils vont boire un coup, une bière. Là où dans un James Bond, tu vois un placement de produit, tu le vois en train de boire une Heineken, dans Skyfall par exemple, dans d'autres films, c'est enlevé. Et je trouve ça franchement nul. Oui, ça sort pas de nulle part non plus. Enfin, les films, c'est énorme, très très important dans la, comment dire, les modèles qu'on se fait, l'image, une image de la société. Et ça donne des modèles effectivement. Enfin, voilà, pour prendre, on reprend Lucky Luke, mais voilà, c'est pareil pour les héros de films. Du coup, tu t'identifies, tu prends un peu un modèle, et du coup, s'ils fument, ça risque inconsciemment peut-être de t'encourager, alors que faut pas quoi. Donc, si c'est pas essentiel, si ça apporte pas grand chose au final, on peut l'enlever quoi. Enfin, c'est pas très bloquant. En plus, et puis bon, forcément ça descend. Et aussi, il y a moins de tabagisme aujourd'hui qu'il y a 20 ans, et il y a 30 ans, et il y a 50 ans. Donc il y a aussi une raison. Mais après, enfin, forcément, quand c'est drunk ou quelque chose comme ça, évidemment on va garder, mais qu'on l'enlève dans les cas où c'est pas si essentiel que ça me paraît pas. Ça peut ne pas être essentiel, mais si ça fait partie intégrante du personnage. Si ça fait partie du personnage. Encore une fois, ça dépend. Est-ce que ça en fait partie du personnage comme attends, je coupe le micro pour pas avoir l'écho. Mais comme Lucky Luke, effectivement, où on avait l'habitude de voir avec la clope, maintenant c'est la brindille. Ça fait partie du personnage, mais en vrai, ça servait pas à grand chose. C'est juste un accessoire, tu vois. Donc pour moi, je le classe dans le non essentiel, non important. Ça vaut le coup de l'enlever, quoi. Surtout en plus là, c'est à destination de la jeunesse. Il y a aussi ça comme truc. Ça peut être pour changer un peu ce que tu disais sur les personnes dénudées, où là ça peut aussi peut-être être simplement des problèmes comment dire, de label, de possibilité de voir les films pour les, je sais pas, les moins de 13 ans ou quelque chose comme ça. Je suis d'accord avec toi, mais regarde des fois les émissions qu'on nous fait, les Victoires de la Musique, les Energy Awards, où t'as certaines images que tu vois aujourd'hui dans des émissions de télé, telles que les Victoires de la Musique ou les Grammy Awards ou les Energy Awards, parce que maintenant même les cérémonies américaines, on y a accès. Tu vois des filles danser sur scène à moitié dévêtues, ça passe. Et à côté de ça, tu vois... Attends, je t'entends plus. La culture de l'oubli. Justement, tu vois des mecs qui sont... ils ont la clope au bec, tout ça, c'est enlevé. Et alors, bien sûr, ça, c'est pour ne pas inciter... Je peux comprendre qu'on n'ait pas envie d'inciter à fumer, à boire, tout ça. Mais à un moment donné, c'est comme quand t'es gosse et que tout petit, on te reprend parce que c'est gros mot. Quand t'es adulte, tu vas en sortir à l'appel. N'importe quoi, ça sert à rien d'interdire, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, à un moment donné, tu seras en âge de le dire. Alors forcément, tu vas pas, quand t'es gosse, quand t'as 3-4 ans, tu vas pas pointer dans une boulangerie, ouais, bonjour, l'air de... Voilà, non, le gamin, il est poli, tout ça. La clope non, mais je veux dire, à un moment donné, la censure sur certaines choses, les gamins, ils ont les yeux rivés sur l'écran, et ils voient des images de filles avec des jupes en jean, des mini-jupes en jean ras la salle des fêtes. À un moment donné, non. Et à côté de ça, tu les vois avec un mec qui au bec. Ah, c'est choquant. En quoi c'est choquant? Peut-être que le gamin il envoie une c'est pas choquant. C'est choquant, ça soit choquant ou pas. Parce que c'est cancérigène, parce que c'est nocif, bien sûr, ou des trucs comme ça. Mais voilà quoi, c'est. Après, oui, mais il y a une différence de traitement, ça c'est assez clair en fonction de ce que ça rapporte ou pas.
Ça, de toute façon, c'est un peu toujours ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, par exemple, aussi, tu parlais des gros mots, c'est aussi, effectivement, si t'interdis au gamin de dire les gros mots, il va quand même finir par en dire. Mais il va en dire parce qu'il t'a entendu en dire avant, tu vois, parce qu'il a entendu les gens, parce qu'il a vu les adultes dire des gros mots, et du coup, une fois qu'il a pu pas les adultes pour l'en empêcher, il a envie de faire pareil. C'est un peu pareil avec la clope. Lui interdire de fumer, ça va juste l'encourager parfois à juste se planquer pour fumer, mais ne pas lui donner envie de fumer, en fait, là par contre, ça va marcher, tu vois. Si tu lui donnes pas un héros super badass auquel il a envie de ressembler et qui a la clope au bec, bah il aura peut-être moins envie d'avoir la clope au bec. S'il voit juste fumer des gars dans son collège qui ont redoublé 5 fois, il aura peut-être moins envie, tu vois. Voilà. Et pareil, après, pour le coup des mini-jupes et tout ça, bah, je sais pas si ça incite les enfants à se balader en mini-jupe, je ne sais pas. Les hommes? Ah non, les... Ah bah peut-être les deux, hein. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais... Bah, c'est-à-dire que de toute façon, aujourd'hui, il vaut mieux être habillé décemment, parce que quoi qu'il arrive, et c'est valable, ce que je vais dire là, c'est valable pour aussi bien les hommes que les femmes. Une femme qui va avoir une tenue sexy, entre guillemets, tout de suite va passer pour ce qu'elle n'est pas, et puis un homme qui va la regarder dans la rue, il va passer pour ce qu'il n'est pas. De toute façon, à partir d'un moment donné, tu as des yeux pour voir. Donc, quand on te montre dans des films des tenues légères, tout ça, et on encourage plutôt à s'habiller, tout ça, encore une fois, dans ces émissions télé, quand tu vois, enfin, photos qui sont la preuve par l'image, comme on dit toujours, tu vois dans les shows américaines ou dans les émissions. À l'époque, tiens, je parle des années 80, les 90, le Collaro Show, alors qu'il est, il peut plus se faire. Les émissions de Stéphane Collaro, mais c'est mythique. Et aujourd'hui, on n'en verrait plus, ça. Des fois, elles avaient même plus le haut, quoi. Avec le bas, qui était habillé. Non, mais c'est vrai, hein. On parle de trucs qui a plus de 20-30 ans, quoi. Oui, c'est vrai que ça, de ce côté, c'est devenu un peu plus prude. Regardez des émissions de Collaro Show quand j'étais gosse, hein, puis j'avais même pas 10 ans, hein. Donc aujourd'hui, on va te censurer. Je parle de film, mais oui, forcément. Le film, les gens vont payer pour aller voir l'histoire. Donc on va leur enlever certains accessoires comme la cigarette, ok, comme les filles légèrement vêtues, ok. Et des fois il y a des scènes d'amour. À un moment donné, bah voilà. L'alcool aussi, alors que certains feuilletons pour les ados dans les pays d'outre-Manche ou Atlantique, c'est pas de de l'orangina qu'ils boivent. Hein, la grande époque d'Hélène et les garçons, c'était toujours du Diabolo menthe ou du sirop de fraise. Dans les séries étrangères, c'est de l'alcool. Et ils le montrent bien. C'est même implicitement expliqué dans les scénarios. Parce que ça part d'aujourd'hui, les jeunes boivent à partir. Moi, ma première cuite, je l'ai pris, j'en avais 18. Mais après, voilà, donc on te montre des trucs d'un côté de l'Atlantique et de l'autre, on te censure, et dans les deux cas, on commence. Tu vois, la fameuse culture de l'oubli, l'histoire là en date du. T'entends pas bien? Le baiser du prince dans Blanche-Neige, et puis là, il y a un mois en arrière, le Pépé le putois. Ce sont des Américains qui commencent à interdire ça. À un moment donné, on était élevé avec les cartoons, ça fait rire, quoi. Et puis Blanche-Neige, c'est une histoire d'amour. Enfin, je veux dire, à un moment donné, stop. Bah, justement, c'est le problème que, effectivement, ça a pu être accepté à une époque, mais que ça peut poser problème aujourd'hui. Alors bon, on va pas l'effacer non plus, enfin en tout cas, je pense pas qu'il faudrait, mais je peux comprendre que ça dérange de se dire, ouais, c'est une histoire d'amour, où la meuf, en fait, elle se fait embrasser sans même savoir qui l'embrasse. Oui, forcément, dans l'histoire, le conte, machin, ça a du sens parce qu'elle est endormie, donc elle risque pas de. Enfin, elle est endormie, elle ne peut pas se réveiller, donc c'est le moyen de la réveiller. Mais ça peut donner un peu une image un peu trop de tu peux embrasser la fille pendant qu'elle est endormie, pendant qu'elle ne peut rien dire, c'est romantique. Alors qu'en fait, elle a peut-être juste pas du tout envie et il faut pas, quoi. Bah, c'est une question de contexte. Hein. Et après, attends une seconde, j'avais coupé le son pour pas avoir l'écho, vas-y. Dominique disait ça dépend du contexte. Développer. Dom. Ben,
Bah là, justement dans la, Blanche-Neige. Ouais, dans Blanche-Neige, ouais. C'est un peu comme une baguette magique, quoi. C'est un côté féerique, mais c'est éloigné de la vérité, quoi. Il y a rarement, ou à ma connaissance, j'en ai pas connu, des filles qui sont évanouies et qui se réveillent avec un bisou. Alors c'est du bouche à bouche, là, mais là c'est médical, là c'est autre chose. Donc, ouais, disons que dans Blanche-Neige, ça pose pas de problème. Après, peut-être pas non plus mettre alerte, contexte et tout, non plus, mais après, c'est l'éducation des parents qui compte. C'est ça, malheureusement, on peut pas toujours les faire important aussi. Hein. Parce que si tu laisses, on va dire, les enfants, on va dire, comment on pourrait dire, s'éduquer eux-mêmes, ça va pas être une bonne chose, quoi. Donc si l'éducation est bonne et puis qu'ils arrivent à faire la différence entre le romantisme et on peut le dire clairement, un peu le côté obscène, voire même dans le pire des cas l'agression sexuelle et le viol, c'est bien, quoi. Enfin, je sais pas comment le formuler, mais dans Blanche-Neige, ça pose pas de problème, mais si tu refais ça en vrai, c'est glauque, quoi. Tu vois une meuf qui dort, tu vas lui rouler une pelle, c'est chelou, quoi. Surtout qu'il est dit qu'elle est endormie depuis 100 ans, même qu'elle est morte, normalement. Bon, ouais, bah après le mec s'il est nécrophile. C'est un autre problème. T'expliques pas, le mec, s'il a pas mis un Frident, je prends un Frident juste avant, toi. Pour la meuf, hein, bien sûr. Non, mais blague à part, on prend l'exemple on prend aussi l'exemple de Pépé le Putois. Non, ça je connais pas bien. En fait, il embrasse une fille de force. C'est de force. Déjà, c'est même pas. En plus, il se prend râteau sur râteau. Et puis, c'est le côté cartoon, quoi. Ouais. On n'est pas dans un film de Mathieu Kassovitz ou de trucs plus glauques, quoi, comme le fameux Irréversible de Gaspard Noé, quoi. Ah, là, je l'ai jamais vu. Je sais pas si je regarderai ce film un jour. À l'époque, ça devait être bien glauque pour le coup. Pépé le Putois, c'est du cartoon. Il y a Sam le pirate. Il a toujours un flingue à la main. C'est un pirate. Il y a puis d'autres personnages comme ça. Je veux dire, si on commence, il y en a qui a fait sur YouTube, il y a une compilation de toutes les répliques de Salas qu'on entend dans South Park. Et South Park, il n'y a pas de censure, et heureusement d'ailleurs. South Park, il faut voir ce qui se... Les dérivés et plus récemment dans The Big Bang Theory, qui a duré 12 saisons, il y avait certaines blagues limite, mais ça passait, puis les acteurs eux-mêmes rigolaient de ça. Ça dépend en fait aussi, disons à comment l'œuvre se place par rapport à ce qu'elle montre, c'est-à-dire est-ce qu'elle montre ça en mode bah on s'en moque parce que c'est je sais pas, parce que cette blague là ce personnage il a fait une blague qui est juste trop gênante et tout ça et du coup on se fout de sa gueule, ou est-ce que on est censé aller dans ce sens là, tu vois, est-ce que par exemple, enfin je sais pas pour Pépé le Putois, je connais pas, jamais vu, mais est-ce que il c'est en mode dragueur trop lourd et on le présente comme un dragueur lourd et Ah, mais il est lourd, il se prend râteau sur râteau en fait. Donc en fait, il essaie d'embrasser en plus. Mais du coup, on présente le fait qu'il essaie d'embrasser les filles sans qu'elles veulent comme un problème du coup. Non, c'est-à-dire que lui, il se prend râteau sur râteau et elle lui claque la porte au nez dans le cartoon. Il passe son temps. Tu en rigoles parce qu'en fait, le grand perdant dans l'histoire, c'est lui, quoi. Ouais, mais il y a une différence entre être perdant et être méchant, tu vois. Enfin, méchant. Tu vois, est-ce que... Ah, puis lui, mais non, mais lui, à la base, ça part pas d'une grande méchanceté. C'est-à-dire que c'est sa façon à lui de draguer, il va au plus direct. Alors forcément... Bah voilà, ça par contre, du coup, c'est le problème, c'est de présenter ça comme une façon de draguer qui marche pas, c'est une chose, mais qui semble ne pas être avec de mauvaises intentions, ne pas être mauvaise, alors que, bah, si, c'est de l'agression, quoi. Donc ça, pour le coup, je peux comprendre, tu vois, par rapport... Alors que si c'est le personnage en mode... Enfin, il y a plein de cartoons, j'imagine, où je n'en ai pas là qui me c'est un viennent en espèce tête, de Patrick Chirac en mode putois, en mode cartoon. C'est ça, ouais, c'est râteau sur râteau parce qu'en plus de ça, les filles en plus
femelle, elle passe son temps à se défendre. C'est-à-dire qu'il s'en prend littéralement plein la figure. Mais si on s'en tient à ce détail-là, je te parlais de Sam le pirate, t'as aussi Bip Bip le coyote, t'as aussi Bip Bip le coyote, c'est lequel qui a explosé sur son passage. Aussi celui après Bip Bip, je crois. Bip Bip, c'est l'oiseau qui se fait poursuivre, et le coyote, c'est celui qui le poursuit. Voilà, il y en a un qui lui pose des bombes, tout ça. On va interdire aussi les poseurs de bombes, parce que t'as les personnages... justement, c'est le méchant qui pose des bombes. Voilà, c'est le méchant qui pose des bombes. Mais je veux dire, à un moment donné, si on commence à interdire Pépé le putois et ceci, cela, déjà, un jour viendra où il n'y aura plus de méchants dans les films. Et l'exemple... si, parce qu'ils seront présentés comme méchants, mais Pépé, c'est pas le méchant de l'histoire, si. C'est pas le méchant, c'est le héros. Bah voilà, c'est le héros qui agresse les filles. Complètement à côté de la plaque, complètement loser. Il sait qu'il a aucune chance et puis il persiste et il arrive jamais à signer, à conclure. Et si on parle de censure là ce soir à l'heure actuelle, si on a la chance d'aller voir OSS 117.3 dans quelques temps, on a tous vu la bande-annonce. J'espère que la censure va pas s'y mettre parce que les répliques sont salaces. Hein. Mais là justement dans SS 117, pour moi c'est justifié parce que on se moque du Hubert Bonisseur de la Batte avec toutes ses répliques. Voilà. Mais on se moque parce qu'il fait ça, tu vois. C'est présenté comme le truc qu'il faut pas faire. Et du coup c'est toujours la question. C'est ça. Dans qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu et bientôt qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu. Pour le troisième, il y a eu l'accident de leurs âmes au technique à cause d'un enfoiré de mec bourré. Dans les films là, un noir, un juif, un arabe, un chinois. Les mecs, ils rigolent tous. Non mais ils rigolent tous franchement, à un moment donné, ils en rigolent eux-mêmes. Ils en sont les premiers à en rigoler. Ils en sont. Nous dans les guignols de l'info, quand il faisait, c'était Monsieur Sylvestre, il disait les Français fromage qui pue, mais en plus c'est vrai quoi. Le fromage qui pue, non mais c'est l'image de la France. Pas toucher au maroilles. Mais voilà, mais ça fait partie de la gastronomie, de la culture française. On a des fromages qui sentent un petit peu, et en plus c'est les guignols. C'est même pas un truc américain, c'est-à-dire c'est français. C'est dit dans la bouche de Stallone en plus. Il passe pour le grand général américain, on le voit dans tout le. Il est dupliqué dans tous les sketchs limite. Monsieur Sylvestre par-ci par-là. Je veux dire, c'est pour se foutre de notre truc. C'est l'autodérision. Voilà. En gros, tu peux pas censurer l'autodérision. C'est juste pas possible. Et en l'occurrence, ça va être le cas dans OSS 117 et ça va être le cas dans Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu. Et puis dans les cartoons ou dans Big Bang Theory, pareil, il y avait des blagues. Comment il s'appelle? Il y a un personnage, il y a un scientifique indien, il y en a un scientifique juif. Ils sont les premiers à en rigoler. Quoi. Après, il y a les blagues misogynes aussi. Puis quand il y a toujours des nanas qui, des fois, dans certains films, elles leur tournent une claque sur la figure. Je crois que dans SS 117, il a dû s'en prendre quelques-unes des mandales aussi. Mais parce que le personnage est misogyne et puis ça fait rire tout le monde. Et les femmes elles-mêmes, les premières, en rigolent. Quoi. Si on peut plus c'est ce que je dis, on ne peut plus. Je vous encourage tous à écouter la chanson des Bourdons qui date de 2005, c'est le titre de la chanson. Bon, je comprends ce que tu veux dire. Après, l'autodérision. Si c'est de l'autodérision, enfin si on tourne en dérision ce truc qu'on veut, qui n'est pas bien, pour le résumer, pour moi ça me va parce que oui effectivement c'est présenté comme le truc pas bien et comme tu dis il faut bien des méchants, il faut bien qu'on se moque de quelque chose, mais dans ce cas faut que ce soit clair que on n'érige pas ça du tout en modèle mais plutôt comme anti-modèle. Après ce que je pourrais rajouter c'est que il y a d'une part ce qu'on va vraiment, ce que des gens, des associations, des trucs vont critiquer, vont demander à censurer, et il y a peut-être aussi ce que les studios, les scénaristes ou je sais pas quoi, vont eux-mêmes censurer en pensant que ça va pas passer, parce que peut-être ils ont peur justement de ça, pas forcément à raison. Peut-être que dans OSS 117.3 en fait il y aura plein de blagues qui auront été enlevées du scénario sans même que quelqu'un s'en plaigne, mais juste parce qu'ils se sont dit ah non ça quelqu'un va s'en plaindre, alors que peut-être que c'était de l'autodérision qui était justifiée. Je pense que pour ce genre de film là ils ont dû pousser le bouchon très très loin et ils ont dû se mettre zéro. Je pense qu'ils ont pas dû. Je pense que s'ils ont poussé des blagues telles qu'on les voit déjà dans la bande annonce, je pense pas que les mecs ils y sont allés de bon cœur, ils ont passera. Et moi je vais te dire un truc de par mon expérience personnelle à l'époque où j'étais lycéen. C'était pour le Noël 2001, le spectacle de Noël. L'année 2000, j'avais passé le mois de décembre en stage, donc chez moi j'ai dit on va faire trois trucs. Il y avait on avait fait un sketch des inconnus avec 3 potes de l'internat. J'avais fait un sketch de billard et j'avais fait un journal
un bilan de l'année 2001 qui était tourné à ma sauce à moi, donc avec beaucoup d'humour noir, à la sauce Groland et tout. Et la seule personne qui avait lu les textes, c'est le surveillant que j'avais à l'internat, que je vois toujours 20 ans plus tard, qui m'avait dit, mais tu peux pas enlever ça, tu veux pas enlever ça. Et en fait, non, j'enlève rien. Chez moi, c'est zéro censure. Il y avait quand même 300 personnes dans la salle. J'ai fait rire 300 personnes. Et le lendemain, il y avait des filles de ma classe qui sont venues vers moi et qui m'ont posé mais clairement la question, en arrivant en cours, t'as pompé sur personne, je les ai tout seul. J'ai passé 2 heures à les écrire, les textes. Et on vient de, tu vois, quelque part, on essaie de... Oui, et c'était zéro censure. Donc les scénaristes, les dialoguistes aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de mal qu'auparavant, certainement aujourd'hui en 2020. Mais il faut pouvoir laisser passer ces choses, déjà pour dénoncer le mal que ça peut faire aussi. Oui, si on, voilà. Quand c'est pour dénoncer, oui, bien sûr. Voilà, mais certes, parce qu'il y a aussi du deuxième degré, du millième degré sur certaines blagues. Hein, le second degré, malheureusement, c'est comme l'humour noir, c'est pas, on peut rire de tout et comme disait d'ailleurs, parce que des proches lui disaient, on peut rire de tout, mais pas qui. Et certains, comment ils s'appellent, Benoît Delépine, donc Michael Cull et Gustave Caverne de Groland, ils ont dit on ne peut rire que de tout. C'est vrai, on ne peut rire que de tout. Et celui que ça peut pas, il passe à autre chose. Après, ouais, bah, ça dépend. C'est pour le message que ça passe derrière, quoi. Pas forcément. Comme je disais, moi, ça tout dépend de l'éducation aussi. Hein. Ça dépend aussi des milieux sociaux. Il y a des fois des milieux sociaux qui sont moins réceptifs à certains humours, quoi. Parce que c'est plus sérieux, c'est plus codifié, alors que dès que tu casses les normes sociales et que tu dépasses les bornes, ils vont prendre ça directement pour une agression, ils vont pas comprendre que c'est de l'humour. Donc, suffit de regarder un peu les familles, on va dire moyenne classe et basse classe, quand il y a les réunions de famille, c'est très beau, alors que dans les familles un peu plus... C'est très poli, très léchage de bottes et tout, donc du coup c'est pas du tout les mêmes éducations. Attention, tu parles à un Cola des Francs ici. Non mais ce que je veux dire c'est que il suffit de regarder. Tu as réussi à convertir en euros. Pardon? Ah non, la Cola des euros, qu'est-ce que tu fous encore en France? Merci, on fait cette blague depuis 2002 oui, et même avant. Bon, on a fait pire à ma mère quand elle s'est mariée. Hein. Non mais il suffit de regarder ce qu'ils appellent l'étiquette et les bonnes manières quand tu regardes les repas un peu sérieux et tout. Si tu lâches une blague beauf au milieu de tout ça, tu passes vraiment pour un connard, alors que si tu dis ça avec des gens un peu plus de ton... Je sais pas si on peut dire ton rang, c'est peut-être un peu violent, mais tu vas passer pour le beau en train de la soirée, quoi. Mon grand-père n'est plus là pour en parler. Du côté de mon père, il détestait Bigard. Et moi, je suis le premier à rire des conneries de Bigard. Alors, les repas de famille, il s'engueulait d'ailleurs souvent avec mon père sur la politique à l'époque déjà. Mais franchement, oui, il rigolerait. Mon grand-père, à l'heure qu'il est, ne rigolerait pas de certains trucs encore aujourd'hui, comme nous, on peut en rire. Après, je pense qu'il y a 3 niveaux. C'est genre, tu peux être du genre à faire la blague, être du genre à rigoler à la blague mais pas forcément la faire, et du genre à même pas rigoler à la blague. Ouais, enfin moi je sais, il y a certaines vannes, je rigole mais je les ferai pas moi-même, quoi. Je me sentirais pas bien de dire certains trucs, même si bon ok, quand je l'entends ça me fait marrer, mais je sais que ça pourrait en déranger certains, et à juste titre. Donc voilà. Ça peut, je pense qu'il y a 3 niveaux aussi. Effectivement, dans les repas de famille et tout ça, oula. Après, bon, faut voir à partir de quel verre de vin ça commence à changer. C'est ça. À partir du deuxième. C'est sûr que t'as pas le même type d'humour dans les soirées barbecue que dans les soirées de la table avec des plateaux en argent et tout. Ça vole pas au même niveau, quoi. Les mots. Ouais, voilà. Après oui, en plus. Parfois juste une question d'étiquette, de contexte, quoi. Je pense, enfin moi voilà, tu peux me placer dans une soirée mondaine, je vais m'adapter à l'étiquette locale et à l'humour local, et par contre dans un barbecue, enfin pas dans le barbecue, ça ferait un peu mal, mais voilà, une soirée barbecue, un bien beauf et tout ça, bon voilà, je vais aussi pouvoir m'adapter au niveau de la soirée. Peut-être qu'il y a des fois où ça me gênera plus que d'autres.
Puis moi, je veux dire, moi qui suis en règle générale sans filtre, il y a une fois, je me suis permis de rigoler de quelque chose avec des personnes, alors certaines que je connaissais et d'autres que je connaissais pas. On va dire que ce soir-là, je me suis pas fait que des copains parce que ce dont j'ai rigolé, c'était quelque part un malheur qui s'est arrivé à d'autres gens qui étaient là ce soir-là. Ça voilà, ça c'est aussi l'autre problème. Et quand tu ne le sais pas et que tu rigoles de ça, forcément tu passes pour le pire des enfoirés. Tu t'auras beau t'excuser, le mal est fait, t'es un enfoiré. Ça a été mon cas. Et voilà, encore, il y a des choses, oui, et je sais qu'aujourd'hui, il y a même d'autres choses desquelles je ne peux plus rire, qu'on m'a bien prendre ailleurs aussi. Mais donc, je évite. Bon, maintenant, j'essaie de, suivant les personnes que je trouve, je sais que je pourrais raconter certaines choses, d'autres. Et... Après, moi, oui. Ouais. Moi, je vais dire, tous ceux qui sont, parce que là, à l'heure qu'il est, je suis aujourd'hui, moi, je suis le premier à me moquer de mon surpoids. Et parce que je prends toujours bien les choses. Hein, ça dépend aussi comment la personne va réagir. Et moi, dans mon cas, pour me vexer, il en faut beaucoup. Ouais. Après, oui, c'est aussi, ouais, effectivement ce problème-là de risquer de blesser quelqu'un parce qu'il lui est arrivé un truc, enfin, il le vit mal ou quelque chose. Voilà, et tu peux pas forcément savoir, même si c'est pas toi qui est méchant, ça n'empêche effectivement que le mal est fait au sens où la personne s'est retrouvée mal à l'aise. Voilà, pour l'anecdote, moi ça m'est arrivé une fois, enfin, bon, je se vannais avec des potes et je sais plus exactement ce que je disais, mais je lui dis, ouais, enfin, je sais plus, c'est ce qu'a dit ta mère hier soir, quelque chose comme ça. Bon, il se trouve que la mère du mec était morte. Ah merde! Donc là, c'était le gros malaise. Et je savais pas, forcément, j'avais pas de mauvaises intentions, mais le mal, ça a fait du mal. Donc maintenant, j'évite de parler de la mère, tu vois, à part si je sais qu'elle est vivante. Mais voilà, quoi. Du coup, des fois, c'est même on peut éviter de faire un truc, même si c'est pas méchant de le faire, parce que tu sais pas pourquoi, il y a des risques, voilà, quoi. C'est comme. Enfin, je sais pas, si tu roules à 150 sur l'autoroute, c'est pas méchant, mais ça empêche que tu risques de buter les gens parce que tu t'arrêteras pas à temps, quoi. Je sais pas s'il y a quelque chose à ajouter, il est 23h02. Bon, on peut remettre ça à une prochaine séance. Oui, absolument. Pour avoir d'autres débats, d'autres sujets. Ouais, mais je pense qu'on en trouvera déjà, on a été bien prolifique ce soir, je trouve. Eh bah très bien, mais du coup, messieurs et la personne qui regarde encore le stream, on va pouvoir se dire, je vais couper le son, voilà, se dire bonne soirée, bonne nuit, et puis du coup à la prochaine fois on préviendra sur Facebook et tout ça. Bonne nuit à tout le monde, dormez bien, faites de beaux rêves. Merci. Allez, bonne soirée. Ciao. À bientôt les gars.